Salutations! Comment je fais pour ne pas mourir alors que je me fais constamment piquer par des tiques? Je te fais mon retour d'expérience. Parce qu'ici on est sur la chaîne Vivant. Et c'est un art de vivre et on va encore une fois le prouver. Et je vais ramasser la faux parce que je vais oublier, je vais marcher dessus et je vais plus être si vivant après. Comme on peut le voir sur ce diagramme, il y a une proportion certaine et très forte finalement de tiques qui sont infectées. C'est pourquoi, en plus de la vidéo explicative précédente, j'ai envie de vous expliquer ce que moi je mets en place lorsque je me fais piquer. Je te rappelle, moi je suis en train de chercher un système qui est assez chiadé pour se protéger des piqûres de tiques. Ouais. Donc si jamais je parviens à faire quelque chose de décent, j'aurai peut-être besoin de toi et ce sera là. King. S'il n'y a rien qui apparaît, tu vois, pas une note d'information, c'est que je vais trouver. Mais ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. On n'est pas à l'abri. Donc cette petite capsule se divise en deux parties. Première partie, ce que je mets en place pour éviter de me faire piquer. Et la deuxième partie, ce que je mets en place quand je me fais piquer. Ensuite, vous avez été nombreux dans les commentaires à me parler du spécialiste français qui est Christian Perronne. Du coup, j'ai acheté son bouquin, enfin un des bouquins, son bouquin référence. C'est fort intéressant. C'est fort intéressant. Et en fin de vidéo, pour ceux que ça intéresse, je ferai un petit point pour présenter ce qui sont, à mon avis, les deux points cruciaux de cet ouvrage. Donc dans la vidéo précédente que je t'ai fait, je me suis basé sur des connaissances scientifiques, sur un livre qui regroupait plusieurs scientifiques du CNRS notamment. Là, c'est différent. C'est un retour d'expérience, c'est empirique pour la plupart des choses que je vais te communiquer. Je les ai vérifiées, moi, ça a marché sur moi, donc il faut le prendre comme tel. C'est pas figé dans le marbre, c'est pas une vérité générale, c'est un retour d'expérience, donc il faut le prendre avec les pincettes, et ça c'est valable pour tous. Hein. L'expérience, moi j'aime bien écouter les expériences des gens, parce que c'est pas du savoir, c'est des choses qui sont confrontés à la matière, qui sont confrontés à la situation, mais c'est totalement subjectif, il faut le prendre avec ces pincettes là. Alors on va commencer un peu crescendo, on va commencer par les trucs que tout le monde connaît et après on va monter un petit peu dans les trucs un peu moins connus. Premier grand point, comment je fais pour éviter de me faire piquer? On commence par mettre un pantalon clair. Pourquoi? Parce que premièrement le pantalon, s'il y a une tique qui va dessus, tu vas le voir plus facilement que si ça rentre dans tes poils. Et en plus, elle sera toujours à l'extérieur de ton corps, elle ne sera pas en contact. Deuxièmement, comment elle te trouve la tique? Elle te trouve, elle est à l'affût, comme ça, elle est opportuniste, certes, mais on a vu dans la vidéo précédente qu'elles choisissent quand même un petit peu. Les grosses les tiques adultes vont sur les gros animaux, les petites larves vont préférentiellement sur les micro-mammifères. Donc elles choisissent. Comment elles choisissent? Elles choisissent grâce à l'odeur. Un pantalon, ça cache ton odeur, déjà un petit peu. Les chaussures, ça cache ton odeur. Je me rappelle d'une fois où j'étais allé dans la forêt pieds nus, mais hors des sentiers, hein, vraiment tout faux. Il n'y avait pas encore autant de tiques à l'époque. C'était pas encore une problématique duquel je me préoccupais. Et j'ai quand même eu une sensation, au bout d'un moment, je marchais, je courais, bon, et à un moment, je sens un truc, parce qu'en fait, quand ils sont sur tes poils, même les larves très petites, on est vraiment sensible. On a on est bien foutu, on a des nerfs très très sensibles. Et j'ai regardé par hasard, et j'en avais plusieurs par jambe. Des larves très petites, je fais waouh, c'est chaud. Et après, j'ai dû marcher dans une ponte, et je les ai virées, et j'ai continué ma balade. 5 minutes après, rebelote. En fait, j'ai compris que la forêt était clafie de tiques. Dès lors, je me suis dit, faut rentrer. Toutes les 5 minutes, je m'arrêtais pour en enlever 10, 15 par jambe. Et je courais, j'évitais les hautes herbes et tout. J'en avais partout. Donc il faut éviter l'odeur. La chaleur aussi. Elles peuvent sauter sur un truc inerte, comme je te dis, parce qu'elles ont des crochets opportunistes. D'ailleurs on les ramasse au drapeau comme ça, parce que c'est vraiment ça. On vient les accrocher. Mais elles viennent préférentiellement, elles se lâchent ou elles chopent volontairement lorsqu'elles sentent de la chaleur. Ce que protègent les chaussures et le pantalon. Ensuite, si tu marches dans les sentiers, tu as moins de problèmes, tu as moins de soucis. Pourquoi? Parce que déjà, il y a déjà beaucoup de gens qui sont passés avant toi. Donc ils ont nettoyé le passage. Les larges sentiers,
c'est assez safe. Hein. Faut vraiment... Là où tu te les chopes, c'est quand tu vas pisser ou que tu sors du sentier pour aller chercher ou renifler une fleur. Tu vois, c'est là que tu te les chopes. Sur le sentier, très très peu. Donc l'odeur. Et l'odeur, une autre chose qui prouve que l'odeur est déterminante, c'est que tout le monde n'attire pas les tiques pareil. Et c'est vraiment le jour et la nuit. C'est comme les moustiques, voire même pire. Il y a des gens qui font la même balade. Il y en a un 0 tique, l'autre il en a plusieurs. Donc dans ce cas-là, on met un pantalon, on met des chaussures. Maintenant, je vais te donner un truc que j'ai trouvé par moi-même pour porter un short, pour éviter de mettre un pantalon. L'idée, c'est de couper l'odeur humaine. Et en fait, j'utilise de l'argile en poudre que j'applique, hein, ou tu prends un bloc d'argile. Ça peut être de l'argile très très basique hein, que tu trouves dans la terre. Hein. Même de la terre en fait à la limite. Mais l'argile, ce qui est bien, c'est que c'est absorbant, ça capture les odeurs. La terre, ça recouvre plus que ça capture. Sur les jambes, ça diminue l'odeur. Personnellement, j'ai testé, j'ai trouvé un réel mieux. Un réel mieux, parce que moi j'ai tendance à les attirer. Avec ça, je les attirais nettement moins. Ça, c'est un petit trick inédit parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Encore une fois, on prend avec des pincettes, c'est pas garanti à tous les coups, on se check. Dans tous les cas, on se check. On vérifie son corps, surtout les zones avec la peau fine, le poplité, le creux poplité derrière le genou, l'aine, les fesses, la nuque, le dos, les cheveux. Ah, les cheveux c'est chiant. Mais bon, faut bien t'imaginer que comme les tiques sont la plupart du temps basses, hein, pas plus d'1,20 m, mais la plupart du temps c'est carrément au ras-sol, il faut le temps qu'elles montent, ça prend du temps. Et en plus, elles trouvent souvent un endroit avant. Mais check quand même les cheveux, c'est le plus dur ça. Moi j'en ai jamais eu dans les cheveux perso. Ensuite, il faut que tu saches te repérer dans les saisonnalités de tiques. Parce qu'il y a des saisonnalités à très fort tiques. Donc principalement printemps et automne. Un organisme de surveillance en France est en train de mettre au point même une carte météo. C'est-à-dire la sortie des tiques en fonction de la météo qu'il fait. À prendre en compte vraiment. Hein. Et enfin, je t'invite à reconnaître leur biome, les endroits où tu risques d'en avoir. Et des fois, tu peux être surpris. Par exemple, si je te dis dans une prairie, avec la belle herbe grasse et tout ça, et bien tu vois, dans une prairie, tu risques pas trop d'avoir des tiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hôtes. Ils ont besoin d'hôtes pour manger, pour se reproduire. Et en plus, souvent, elles sont pâturées, ces prairies. Donc, il y a des vaches. Et elles viennent les becqueter, tout simplement. Biodiversité faible, pas d'hôtes, et les vaches les mangent. Ça fait qu'il y a peu de tiques en réalité. Il n'y en a pas zéro, hein, il y en a, hein. Tu peux en choper, mais tu as beaucoup moins de chance qu'en lisière de forêt que dans la forêt. Dans les zones humides, mais tu vois, si tu vas être dans une forêt dans le sud, eh ben, c'est beaucoup trop sec et il y a plein d'endroits où les tiques sont peu présentes. Alors maintenant, on a vu comment se protéger, mais évidemment, des fois, on se fait mordre quand même. Qu'est-ce qu'on fait quand on se fait piquer par cette satanée tique? On l'enlève le plus vite possible avec un tire-tique. Tac, on détruit la tique, si possible. Mais éventuellement, tu peux la garder pour faire analyser au cas où si tu as un doute. C'est assez simple ce que je fais. Premièrement, j'utilise des huiles essentielles. Pas n'importe lesquelles. J'utilise une huile essentielle à très large spectre bactérien qui est l'origan compact. Origanum compactum. Alors, cette huile, attention, warning, alarme, elle est très caustique. Elle brûle, mais vraiment bien. Je le dis aux gens, ils se font quand même cramer. Si t'en mets sur les muqueuses, tu vois, tu t'en mets et puis t'en mets une infime partie, te gratte les yeux, salut. Donc l'huile, quand t'as une brûlure à l'huile essentielle, il faut mettre de l'huile végétale. Hein. Ça dissout plus rapidement que l'eau et après tu nettoies l'eau. Enfin moi, t'auras tout de suite l'idée d'aller mettre de l'eau sur la tronche, mais l'huile ça ira encore mieux, paradoxalement, parce que ça va dissoudre. Alors que dans l'eau, c'est pas hydrosoluble l'huile essentielle, c'est liposoluble. Donc l'origan compact, très puissante. Si je me fais piquer dans une zone qui est pas trop sensible, je m'en mets directement et régulièrement. Souvent la solution en fait c'est de la diluer dans une huile végétale, type huile d'olive. J'alterne avec la lavande aspic. La lavande aspic c'est une huile qui est refroidissante, qui calme la piqûre, qui
qui est prévu pour ça, hein. Donc je fais confiance à sa réputation, elle est aussi antibactérienne. Et j'en mets pour pas que ça dégénère, pour pas que ça gratte, pour que ça traite le problème. Et j'inverse les deux, tac, une fois l'un, une fois l'autre, le plus régulièrement possible. En général, je le fais 2 jours, et si la piqûre elle est pas très vieille. Généralement, moi les tiques, je les vois assez vite. Mais si la piqûre est beaucoup plus vieille, là, j'imagine que j'insisterai, tu vois, beaucoup plus longtemps, histoire de bien nettoyer. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que peu importe ce qu'elle t'a transmise, cette tique, que ce soit un virus, une bactérie ou quoi que ce soit, si elle n'est pas encore diffusée dans ton organisme, enquistée dans ton organisme, c'est beaucoup plus facile. Donc il ne faut vraiment pas être feignant à ce moment-là. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, si la morsure est récente, ça veut dire que la maladie de Lyme, la borrelia, n'a pas eu le temps très probablement de se transmettre. Donc dans ce cas-là, je privilégie les antiviraux, comme le Titri ou le Ravinsara. Mais je passe quand même forcément par l'Origan Compact. On pourrait imaginer faire des cataplasmes d'argile, ok, mais ça je les ferai à la fin, quand j'aurai fini de mettre mes huiles. Ok, ce serait un surplus, ce serait du bonus, ce serait pour absorber éventuellement ce qui est absorbé, retirer une tête qui aurait mal été retirée, un rostre qui aurait été mal été extrait. Ça peut être très très intéressant quand on n'a pas envie de se charcuter. On met le cataplasme et ça retire le rostre, et en plus c'est antiseptique et ça neutralise beaucoup les toxiques, l'argile. Il faut penser peut-être aussi en amont à avoir un système immunitaire excellent. Parce que quand bien même tu te fais infecter, ton système immunitaire il va agir. Hein. Et il y a pas mal de systèmes immunitaires qui arrivent à détruire les infections, qui arrivent à détruire les méningites, qui ne les voient même pas, alors qu'ils se sont fait infecter et qu'ils n'ont rien fait d'autre. Donc c'est quand même une chose à privilégier. Ça, je te renvoie à toutes mes vidéos, globalement, la respiration, l'état d'esprit, la nourriture. J'en ai fait une il y a assez longtemps sur les piliers de la santé. Tu peux aller voir. Et t'es bien avec un bon système immunitaire. T'es serein. Mais t'es déjà serein pour avoir un bon système immunitaire, tu vois le truc. Mais sinon, t'inquiète, il y a quand même des plantes boosters du système immunitaire. La très grande, la fameuse, la connue, que tu peux trouver facilement, c'est l'Echinacea. Mais il y en a d'autres. Bon, là je vais parler d'un produit que je connais depuis longtemps, j'en ai jamais parlé, parce qu'il n'y a rien de prouvé sur ce truc-là. Il n'est pas officiel, il paraît trop beau pour être vrai. Je l'ai utilisé, je l'ai testé pendant beaucoup d'années, et ce que j'en ai trouvé, c'est qu'il fonctionne. Il fonctionne exactement comme on dit qu'il fonctionne, c'est-à-dire de manière hallucinante. C'est mon avis. Ce produit est potentiellement dangereux. Je t'invite pas à le faire, là je fais le disclaimer. Je te parle juste de mon expérience. Ça s'appelle le M, suivi d'un M, suivi d'un S. 3 lettres. C'est du bioxyde lié au chlore. Donc c'est une molécule extrêmement oxydante et qui apporte finalement de l'oxygène et qui attaque, parce que l'oxydation c'est une des méthodes qu'a ton système immunitaire pour détruire les pathogènes. Et ça, laisse-moi dire que ça oxyde sa maman. Au bout de 2 heures, ça se transforme en sel de table, chlorure de sodium. Et bon, moi je l'ai testé. Une fois, je m'étais dit, putain, j'étais pas serein à bouffer du chlore comme ça. Je m'étais dit, j'aimerais bien l'essayer en externe. Et à un moment donné, j'étais parti en Islande et je commençais à avoir un ongle incarné. Dans la godasse, tu sais, en Islande, tu as des godasses de marche. Et je me suis dit, tiens, bah, je vais le laisser pour voir. Et comme ça, j'essayerai le truc en externe. Tu vois, je vais loin pour essayer mes trucs. Hein. Et du coup, j'attends, ça s'infecte. Aïe, 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 mal au pied. Bon, je nettoie un peu quand même pour pas que je perde un doigt de pied. Et après, bon, je reviens. Et là, je commence à avoir des ganglions à l'aine. Doigt de pied, haine. Donc, tu vois, là, ça commençait à partir en septicémie. J'ai fait, ah ouais, bon, bah, c'est le moment, alors. Hein. Je fais un bain de pied, j'en mets 2 fois trop, 10 fois trop, 100 fois trop, mais je savais pas trop les doses. Je mets ça, de toute façon, je me dis en externe, je crains pas grand chose. Je fais le mélange, ça pue. Ah ouais, ça sent la piscine de fou. Je le mets, t'as l'impression de boire la piscine, c'est de la piscine concentrée en fait. C'est de l'huile essentielle de piscine. Je l'ai mis dans une bassine, j'ai fait un bain de pied dedans. En 1 heure, plus rien. Du coup voilà, et après j'ai commencé à essayer d'amadouer ça, j'ai demandé des retours d'expérience à plein de personnes qui utilisaient ça aussi, et c'est assez redoutable.
de ce que j'ai compris et expérimenté, ça nettoie le corps d'une manière assez redoutable pour plein de maladies, plein de maladies infectieuses. Celui qui a trouvé ça, il a trouvé ça par hasard et il l'a essayé parce qu'il cherchait de l'or et il a essayé ça parce que ces gars, ils étaient dans une plateforme perdus dans la jungle et ils ont eu la malaria. C'est une maladie compliquée qui peut être mortelle. Les gars ont tous guéri en 4 heures. Et en fait, c'est très puissant. Et si tu l'utilises à trop haute dose, d'ailleurs, ça te fait des crises de guérison. C'est-à-dire que ça bousille tellement vite les pathogènes que ça te fait un surplus de toxines que ton corps n'arrive pas à traiter. Donc, moi, ce que je fais, et c'est ce qui est conseillé d'ailleurs, c'est de l'utiliser à toute petite dose. Puis d'augmenter la dose. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait. Je te conseille pas spécialement de le faire. Mais je te partage l'information, je te partage ce que j'ai vu et ressenti. Peut être intéressant. Bon, maintenant si tu es toujours là, on termine par Mr. Perron qui a écrit La vérité sur la maladie de Lyme. Bien. Alors, il nous fait un déroulé de sa vie un petit peu, comment ça s'est passé, quel problème il a été confronté. Il y a eu une véritable omerta sur la Lyme, sur ces maladies. Donc les deux choses que j'ai retenues, qui me paraissent capitales, il y a plein de choses, hein, mais les deux choses qui m'ont moi interpellé fortement, c'est que premièrement, elle est très mal décelée, je parle de Lyme. Et il y a des tests qui existent, Western Blot et ELISA, sauf que ils ont été, selon Perron, ils ont été calibrés pour un taux de détection déterminé, c'est-à-dire 5%, pas plus. Je sais pas comment ils ont trop trafiqué ce truc-là, mais apparemment c'est comme ça. Donc il y a plein de gens qui ne sont pas diagnostiqués, mais qui traînent ce genre de maladie. Lui, il appelle ça une crypto-infection. Pourquoi? Parce que c'est le genre de pathogène qui rentre profondément dans ton tissu. Elles s'encryptent. Elles rentrent dans des tissus profonds. Elles créent des biofilms d'une part. Les biofilms, c'est des surfaces adhésives bactériennes. Tu as des biofilms par exemple dans les rivières quand tu marches. Tu vois, tu as des revêtements sur les pierres. Tu as des revêtements ouatés, glissants. Bah, ça, c'est un biofilm bactérien. Tu as ça dans les intestins, tu as ça un peu partout en fait. Et ça, pour le détruire, c'est difficile. Certains antibiotiques qui arrivent. Après, il faut bien reconstruire ta flore par contre. Et en fait, ce qui m'amène à la deuxième chose qui m'a marqué dans ce bouquin, c'est l'étendue des symptômes et la variabilité des symptômes qui peuvent découler de cette maladie. C'est peut-être pas là, mais en tout cas, ça ressemble à une crypto-infection parce que beaucoup, de son expérience, beaucoup ont guéri grâce à des antibiotiques. Donc en détruisant, en remettant un coup de boost immunitaire sur du long terme, hein, ils parviennent à se sortir d'un certain nombre assez hallucinant de maladies auto-immunes, de maladies que tu dirais ça n'a rien à voir en fait. Et en fait, voilà. Mais quand tu comprends un peu le délire, ça paraît logique, parce qu'en fait ton corps, il ne s'attaque pas lui-même, mais il essaye d'attaquer des pathogènes qui sont dans tes tissus profonds. Donc il a l'air d'attaquer les tissus eux-mêmes, mais non, il attaque autre chose dans les tissus. Ce qui revient quand même à la lyse, à la destruction de ces tissus. Tu comprends? Tu me suis? Bon. Donc ça veut dire que non seulement c'est sous-diagnostiqué, mais en plus il y a un nombre faramineux de maladies qui, selon lui, pourraient être vachement améliorées, voire guéries, parce qu'il l'a fait, hein, il l'a fait lui, par des traitements adéquats. Alors moi, j'utilise pas les antibiotiques, justement, j'utilise le M et M et S, ou des huiles essentielles, mais là, j'aurais aucune pitié pour utiliser les antibiotiques. Tous ne fonctionnent pas pareil, tous ne sont pas apparemment capables d'aller dans la profondeur. Mais en fait, le plus difficile avec cette histoire, c'est d'arriver à te les faire prescrire. C'est ça le plus difficile, parce qu'apparemment, c'est assez peu cru. C'est une théorie, une hypothèse qui fait peu de place, qui est pas très à la mode, et les gens galèrent, mais comme des fous. Il y a des histoires assez c'est pas affligeant, donc c'est terrible, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si les gens ne sont pas diagnostiqués et qu'ils ont des maladies, ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont se dire, bah en fait, les médecins se disent, bah il est fou en fait. Donc ils le traitent comme un fou.
donc en hôpital psychiatrique avec des antipsychotiques, des calmants, enfin tout ce que tu veux, je n'y connais rien moi. Donc ils sont shootés, mais ils ont toujours mal. C'est un problème, mais là d'un autre côté, c'est... moi je l'ai vu dans l'autre sens, tu vois, je me suis dit, bah punaise, c'est un sacré espoir, parce que s'il y a plein de maladies, parce que les maladies auto-immunes c'est quand même une chienlit, hein. Si on peut le régler, si on peut en régler certaines avec un traitement costaud, un traitement de cheval, et bon, faut que ce soit encadré, c'est ça le problème, parce que tu as des phases où la maladie empire parce que tu la stimules, en fait, tu attaques le système et ça empire et ça fait flipper. Et voilà, il explique ça et qu'il faut persévérer et qu'ensuite ça se tasse et ça va vers la guérison. Chacun fait son petit avis là-dessus. En tout cas, c'est, je pense, une bonne idée de le lire. Surtout si tu es atteint de ce genre de maladie. C'est très large, hein, l'éventail, très très large. Voilà, avant de te laisser, je te rappelle que peut-être j'ai trouvé une petite solution pour nous protéger de la tique. Va voir si jamais ça apparaît. Là, ça apparaît pas, mais si ça apparaît, faut y aller voir. Il y a un truc, Ça peut être génial. Bon, bah ça fait une grosse vidéo finalement. J'espère que ce deuxième volet t'a été intéressant et que ça va te permettre de profiter un peu plus des beautés de la nature. Mets de la paix en toi, mets de la paix dans tes voyages, dans tes pas. Et on se revoit bientôt. Ciao! Et toi le nouveau? Bah tu peux t'abonner. Mais va d'abord regarder ce que je fais d'autre parce que c'est pas que des trucs comme ça. Les autres ils savent, mais il y a vraiment des trucs plus perchés, tu vois.